toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous avec une vidéo classique du Booktube Game, puisqu'il s'agit du Booktube Game plutôt, puisqu'il s'agit d'une book haul. J'ai beaucoup acheté le dernier mois. Notamment parce que les librairies sont fermées en Suisse, donc j'ai eu instinctivement l'envie de les soutenir en faisant du click and collect. J'ai également acheté certaines choses sur internet, d'occasion ou non, donc j'avais un petit peu envie de vous montrer ces achats, pourquoi je me suis tournée vers ces livres. Là je vous avoue que oui, effectivement j'ai fait de gros achats. Je suis pas quelqu'un qui personnellement se soucie du fait d'avoir une palle ou non. J'aime bien l'idée d'avoir une petite bibliothèque chez moi et de savoir que je peux piocher des nouvelles lectures à n'importe quel moment. Je suis aussi quelqu'un qui est assez physique dans mon rapport avec les livres. Je n'arrive pas du tout par exemple à lire sur une tablette, c'est impossible à la limite pour moi. J'ai besoin de sentir le livre, de sentir s'il est court, s'il est long, d'avoir les pages vraiment qui tournent sous mes doigts. C'est également des lectures qui me faisaient envie depuis un certain temps et j'en ai aujourd'hui quand même 19, donc j'ai très hâte de vous les présenter une par une et de faire un petit retour rapide sur pourquoi je les ai achetés et ce que j'attends de telle ou telle lecture. Tout d'abord, un essai féministe avec les femmes de droite de Andrea Dworkin. Alors, Andrea Dworkin, c'est un des grands noms du féminisme de la seconde vague. Elle est notamment associée à ses critiques sur la pornographie, mais lorsque j'ai vu les femmes de droite circuler sur internet, c'est vrai que le sujet m'a tout de suite beaucoup intéressée. Déjà étant intéressée par la politique, le sujet également de la droite dure, de la droite réactionnaire m'intéresse de toute façon. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les femmes qui sont généralement minoritaires dans ces milieux, mais qui existent quand même, quitte à aller vers des idées que l'on peut trouver complètement rétrogrades, qui peuvent sembler aller à l'encontre de leurs intérêts en tant que femmes. Et dans les femmes de droite, Andrea Dworkin va vraiment s'intéresser à ces femmes qui rejettent le féminisme, qui vont vers des idéaux, vraiment vous voyez sur la petite image, de femmes au foyer, de renforcement très binaire des genres, de femme qui est dépendante et soumise à son mari. Donc j'ai vraiment envie d'avoir une critique plus profonde de pourquoi certaines femmes font ces choix, ce qui peut mener ou non à ces choix et qu'est-ce qui se passe, toujours selon Dworkin, dans la tête des femmes de droite. Ensuite, j'avais envie de découvrir un petit peu plus la littérature hongroise au-delà de Sándor Márai, et je sais que Antastasia avait fait un retour très positif sur ce livre. J'ai ici Le Voyageur et le Clair de Lune de Antal Zerbe. Je sais pas du tout si je prononce bien son nom de famille. Alors là, je plonge un petit peu vers l'inconnu. Je sais qu'on va suivre un bourgeois hongrois qui part en voyage de fiançailles en Italie et qui décide de tout abandonner pour parcourir l'Italie des années 20 et pour vivre une vie de bohème. Donc j'imagine qu'il y aura une opposition entre ses valeurs à lui bourgeoises traditionnelles et l'Italie qui va être associée à la liberté, qui va être associée à une façon de vivre complètement différente. Donc je m'attends à la romance puisque cela se produit pendant une lune de miel, mais je m'attends également à avoir de très belles descriptions de l'Italie et de ce qu'elle signifie pour le personnage principal en tant que pays. Les liens culturels entre Hongrie et Italie sont assez forts. Il y a plusieurs universités italiennes qui ont des études hongroises. J'ai pas l'impression qu'on trouve ça aussi facilement ailleurs, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, de lire quelque chose de beau, de poétique et qui montre également les bienfaits du voyage. Petite lecture qui sera peut-être pas faite au mois de février mais que j'avais sélectionnée dans le cadre du Black History Month. J'ai acheté La Rouge Impératrice de Leonora Miano. On est ici dans un roman futuriste qui imagine un monde où les rapports de pouvoir sont inversés et l'Afrique est devenue un continent unique. Il y a une fédération panafricaine et est devenue un continent moderne, en paix, avec énormément d'apports technologiques, et à côté de ça l'Europe s'est refermée de plus en plus sur elle-même et est devenue un continent finalement plutôt appauvri. Donc on a le renversement de pouvoir où le sud et le nord changent de rôle, c'est-à-dire que le sud global, et dans ce cas particulièrement l'Afrique, s'enrichit et va être confronté à la problématique des réfugiés européens, comme aujourd'hui on a la problématique des réfugiés qui viennent en grande partie d'Afrique subsaharienne en Europe. Il y aura la même chose avec des réfugiés d'origine européenne qui veulent trouver refuge plus au sud. Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi m'attendre de ce roman. J'avais rencontré l'autrice en personne à Morges sur les quais et elle avait été adorable. J'avais acheté une copie signée pour une amie, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le genre de roman que je lis.
D'habitude je suis pas du tout, j'ai pas envie de parler de science-fiction, mais ici on est quand même dans quelque chose d'assez futuriste qui va imaginer toutes sortes de nouvelles technologies, mais qui en même temps va parler de thématiques très actuelles à travers les rapports entre nord et sud, les rapports entre noir et blanc et comment les inégalités peuvent être renversées et vues d'une façon différente. Ce qui m'intéresse également particulièrement, c'est que ce roman va nous donner une image plutôt positive pour le coup de l'Afrique, et je trouve que ce qui est important lorsqu'on en a des personnages noirs en littérature, c'est de ne pas lire que des choses qui tournent autour de l'esclavage, qui tournent autour de l'exploitation, de la pauvreté, de la misère, mais également des choses un petit peu plus positives, avec ici une Afrique qui a réussi vraiment à se développer d'une manière, de ce que j'ai lu, écologique en plus. Donc je suis assez curieuse de voir ce que cela va donner, même si je sors un petit peu de ma zone de confort pour cette lecture. Autre livre qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à botter un pipeline de Andreas Malm. Andreas Malm qui est un activiste écologique suédois et qui va dans cet essai parler des bienfaits ou non de la non-violence dans l'activisme et pour son cas du coup dans l'activisme écologique. Il y a plusieurs livres déjà qui parlent de la non-violence qui ont pas mal tourné sur YouTube et sur Instagram, notamment comment la non-violence protège l'État, si je ne dis pas de bêtises. C'est forcément une thématique qui m'intéresse un petit peu lorsqu'on est porté vers l'activisme, vers la sociologie, vers l'altermondialisme. Je pense que c'est important de réfléchir aux différentes manières qu'on a pour aller contre un État, pour aller contre un statu quo, donc dans ce cas contre l'exploitation capitaliste de la planète, et de voir quelles sont les limites finalement de l'action non violente qui est certainement louable. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on pense au mot radicalisme, on a énormément d'images négatives qui viennent à notre esprit. Or, des fois, je pense que pour faire les choses, eh bien, il faut nécessairement être un petit peu radical, il faut nécessairement faire des actions qui peut-être ne vont pas plaire à tout le monde, qui peut-être vont même aller d'une certaine façon vers la destruction. Et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée finalement, à quel point on peut utiliser ou pas la violence dans l'activisme. Qu'est-ce que ça veut dire déjà être violent? Est-ce que saboter une pipeline par exemple c'est un acte forcément violent, puisqu'on va pas parler non plus de meurtre directement, bien évidemment là n'est pas la question, mais justement comment on réconcilie action directe, activisme et également idéalisme, et j'espère trouver des réponses à ces questions dans ce livre de Malm. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, alors de toute façon j'aime beaucoup ce qu'écrit Virginia Woolf de manière générale. C'est un de ses romans les plus connus que je n'ai pas encore lu pour l'instant et qui est ici dans une très jolie édition Penguins Classic. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien cette maison d'édition et leur couverture caractéristique. On va suivre une journée dans la vie de cette femme, Clarissa Dalloway, qui va rencontrer au fil de son quotidien plutôt tranquille un homme qui lui est dans une situation psychologique extrêmement particulière, et cette Mrs. Dalloway va finalement être témoin d'un drame. Donc c'est un roman qui va être tourné vers les rapports qu'on a aux autres et sur la façon dont ils vont impacter notre propre psychologie. Comme c'est Woolf, bien sûr il y a du monologue intérieur, on va suivre toutes les pensées de cette Dalloway et leur évolution, donc je pense qu'avec plaisir à un moment ou à un autre je vais me replonger un petit peu dans l'écriture de Woolf. Cela fait quand même un moment, et redécouvrir ces personnages féminins qui sont écrits avec tellement de finesse et de beauté. I Married a Communist de Philip Roth. J'avais adoré un petit peu malgré moi American Pastoral de Roth, donc j'ai décidé de me tourner vers un autre de ses romans les plus connus, roman qui prend place pendant le McCarthyisme et qui va suivre la destruction d'un couple, puisque l'épouse va accuser l'époux d'être un communiste afin de détruire sa carrière, de ce que j'ai compris. Comme c'est Roth, on aura forcément une grande partie dédiée à l'identité juive américaine, au communisme, à comment le personnel peut être impacté par le collectif, à comment la vie familiale privée peut être détruite par des idées politiques externes qui viennent finalement insidieusement la détruire de l'intérieur. J'étais également contente d'y trouver sur la même édition que American Pastoral, parce que je trouve que les éditions Vintage International font un très beau boulot d'édition pour Philip Roth. J'avais vraiment eu ce sentiment de livre coup de poing avec American Pastoral qui avait réussi à éclipser beaucoup de ses défauts. Là je sens déjà que certaines choses qui m'avaient un petit peu dérangée vont revenir, et peut-être vont revenir encore plus fort, mais je trouve qu'il y a une puissance indéniable à l'écriture de Roth, et donc j'avais envie d'élargir un petit peu ma collection de cet auteur et d'acheter un second roman à découvrir cette année. Livre de non-fiction, j'ai Petite écologie des études littéraires de Jean-Marie Schaffer qui m'avait été recommandé par Naomi de Valse Mélancolie sur Instagram. Je vous recommande de suivre son compte. Si vous me suivez, vous savez que je m'intéresse beaucoup
aux études littéraires, puisque j'en ai moi-même faites et que je vais bientôt les reprendre par ailleurs. Je m'intéresse beaucoup à ce qui est un classique ou non, à la paralittérature, à pourquoi on a tendance à vouloir caser la littérature dans des petites cases bien herméneutiques, et je m'attends à avoir ces questions développées dans cet essai, qui va parler de l'utilité ou non des études littéraires qui sont aujourd'hui à mon avis dévalorisées, et de pourquoi on doit lire, pourquoi qu'est-ce qu'on apprend finalement des sciences humaines. Je sais qu'il y a tout un apport philosophique qui est également très présent dans cet essai, donc j'ai très hâte de les découvrir et j'ai très hâte d'en apprendre un petit peu plus sur la vision de Schaffer vis-à-vis des études littéraires. Alors là je triche peut-être un petit peu puisque je suis déjà à la moitié, mais si vous avez vu ma vidéo de 2021 sur mes projets de lecture, vous savez que je veux vraiment lire Infinite Jest de Foster Wallace. Or c'est un livre encyclopédie, un très gros pavé qui me semble très ambitieux, mais également qui sera probablement difficile à lire. Je sais qu'on est pas mal dans la métafiction, donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec des essais, puisque Foster Wallace écrivait non seulement des romans, mais écrivait beaucoup d'articles, était un auteur d'articles très prolifique sur internet et dans les journaux. Et on a ici plusieurs de ces articles qui ont été publiés vers la fin des années 90 et au début des années 2000, qui vont vraiment parler un petit peu de tout, de la société américaine au sens large du terme. Et ce que je trouve intéressant pour l'instant, c'est que Foster Wallace a vraiment tout d'abord il a vraiment ses propres idées, c'était quand même un personnage assez unique dans sa façon de voir les choses, et que du coup tout est décrit avec nuance, et je trouve vraiment que ça fait du bien parce que Foster Wallace ne prend jamais forcément une position et va vous dire ok c'est binaire, c'est oui ou c'est non, c'est noir ou c'est blanc. Il va vraiment voir les différents points de vue d'une situation, les analyser parfois avec objectivisme, parfois avec subjectivisme également, mais développer des sujets de façon très profonde. Il y a notamment un essai sur Kafka et l'humour chez Kafka que j'ai trouvé excellent, et j'aimerais bien faire une vidéo peut-être sur ce livre en particulier, parce que vraiment c'est une lecture réussie pour l'instant, mais je trouve que ça fait un petit peu du bien. Je dis toujours qu'aujourd'hui quelque chose qui manque dans l'opinion publique, c'est la nuance, qu'on a tendance à vouloir toujours voir les choses un petit peu de façon binaire. Et là avec Foster Wallace on prend vraiment une pause, on prend du recul et on prend le temps de réfléchir même à des choses qui peuvent paraître triviales ou petites, et à se rendre compte qu'il y a plein d'aspects très intéressants à développer là derrière. Le Lambeau de Philippe Lançon, donc on part un petit peu dans la littérature contemporaine, puisque Philippe Lançon est un journaliste qui a travaillé notamment pour Libération et Charlie Hebdo, et qui était présent à la rédaction de Charlie Hebdo le jour des attentats en 2015. Il y a survécu bien évidemment puisqu'il a écrit ce livre, mais il a reçu une balle dans la mâchoire, ce qui signifie qu'il a dû être soumis à plusieurs opérations très lourdes, puis après à tout un processus de rééducation, et c'est ce dont il va parler dans Le Lambeau. Donc il va parler autant de sa rééducation physique, de s'habituer à un nouveau visage, mais bien évidemment de l'impact psychologique d'avoir été victime d'un attentat, du choc post-traumatique avec lequel il doit vivre, de la situation de deuil dans laquelle il se retrouve bien évidemment, puisqu'il a plusieurs de ses collègues qui ont été tués juste à côté de lui. Donc roman autobiographique assez mystérieux. La quatrième de couverture nous donne la définition du mot lambeau, mais j'ai des attentes assez élevées. Je sais que certaines personnes l'ont trouvé très dur à lire puisqu'il va vraiment décrire tous les détails de situations quand même très sombres, et j'ai hâte de découvrir pour une fois un roman contemporain qui me fait vraiment envie. Ensuite je vais les présenter côte à côte. J'ai L'homme qui rit de Victor Hugo et du même auteur Notre-Dame de Paris. L'année dernière j'avais lu 93 de Victor Hugo, j'avais absolument adoré. Je sais que L'homme qui rit est associé à 93 avec les Travailleurs de la mer si je ne dis pas de bêtises, et Notre-Dame de Paris c'est bien évidemment un de ces immenses classiques avec Les Misérables. L'homme qui rit me fait très honnêtement un petit peu plus envie que Notre-Dame de Paris, peut-être parce que je connais déjà l'histoire. Notre-Dame de Paris je sais déjà que ça va être tragique, je sais déjà que ça va me faire pleurer, mais L'homme qui rit je trouve qu'il est un peu moins lu, il est un peu moins connu, mais il y a toute la thématique de la défiguration qui va être abordée dans ce roman, également les thématiques des rapports entre la France et l'Angleterre et la situation de la noblesse anglaise au XVIIe siècle du coup.
Les deux me font extrêmement envie, je ne sais pas par lequel je vais commencer, mais je penche du coup plutôt pour L'homme qui rit pour le coup. Autre duo, j'ai acheté La Curie de Zola et j'ai acheté La faute de l'abbé Mouret. J'adore Zola, j'adore la saga des Rougon-Macquart. Pour moi les Rougon-Macquart, je n'ai presque pas envie de tous les lire d'un coup puisque je n'ai jamais encore été réellement déçue par une lecture de ces romans, donc je me dis que ça me fait une petite réserve de romans de qualité. Mais là ça fait quand même au moins 4 mois que j'ai pas lu Émile Zola, donc ça commence à se faire ressentir. La Curie, je l'ai pris pour ses descriptions de Paris au début du Second Empire. La faute de l'abbé Mouret, je l'ai sélectionné pour la thématique du catholicisme qui m'intéresse beaucoup. Je l'ai pas encore vu, je n'ai pas encore eu beaucoup le point de vue de Zola sur cette religion en particulier, mais 2 livres qui vont certainement être de très bonnes lectures et qui m'attendent lorsque j'ai envie de me replonger dans de très beaux classiques. Ensuite je vais parler de 2 lectures qui ne vont pas se faire tout de suite, qui ne sont absolument pas du même auteur, qui vont à peu près dans la même catégorie. J'ai Sin Semilas de Abe Kazushige. Traduit du japonais, publié il y a seulement quelques années. On a ici un roman assez épais et on va partir vraiment dans un livre-monde, dans un roman encyclopédique où tout un univers est finalement développé. Il prend place dans une petite ville au nord du Japon et ça va être différentes histoires de vie de cette petite communauté, mais petite communauté qui est quand même particulièrement impactée par le crime. Les yakuza y sont très présents et on va avoir différentes histoires de yakuza, de policiers corrompus, d'habitants de la région qui souffrent des conséquences de cette situation. Et de ce que j'ai lu, ça va vraiment développer les différentes réalités vécues par les personnages et les juxtaposer et donc avoir un petit côté peut-être métafiction entre fiction et réalité que je trouve toujours appréciable dans la littérature et je suis toujours attirée par un peu les romans qui ont cette réputation d'être des romans ovnis, des romans qui vont vraiment faire quelque chose d'unique, puisque c'est voilà, pour moi la littérature c'est aussi toujours aller vers des idées nouvelles, toujours essayer des nouvelles choses. Donc autant je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, autant je suis vraiment très curieuse de prendre le temps pour découvrir ce roman. Et un petit peu dans la même idée, j'ai acheté, alors sur un coup de tête cette fois-ci je l'avoue, Against the Day de Thomas Pynchon. Thomas Pynchon est un auteur américain avec on pourrait dire qu'il a un cult following, donc il a des gens qui sont extrêmement attachés à son œuvre. Et j'avais lu V il y a quelques années de lui, qui est un roman unique, qui est un roman que je ne saurais réellement décrire parce que Pynchon crée un univers multidimensionnel, j'ai envie de dire, avec une galerie de personnages impressionnante. On va suivre différents personnages à travers des époques, à travers des lieux, ça va être une configuration narrative absolument pas linéaire, mais même si je reconnais que je n'avais pas tout compris dans V parce que j'avais trouvé que c'était une lecture exigeante et complexe, j'avais été restée beaucoup marquée par cette lecture et ça m'avait donné envie de découvrir un petit peu plus l'univers de Pynchon. Against the Day, c'est vraiment, je sais, l'apogée stylistique et narrative de Pynchon. Il a été publié en 2006, donc il est même relativement récent. Et pour tout vous dire, je sais qu'on va suivre plus d'une centaine de personnages. On va partir de Chicago à la fin du 19e siècle pour passer par le Canada pour arriver en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc avec Pynchon, on a toujours ces histoires qui ont l'air complètement séparées mais qui sont mystérieusement liées. On a toujours un élément qui traverse les époques, ou en tout cas c'était le cas avec V. Mais comme pour Sin Semilas, j'avais envie de choisir des lectures un petit peu ambitieuses et donc je me suis tournée vers ces 2 auteurs. Voilà, pardon, ma batterie est morte donc j'ai dû vite aller la changer. Mais pour terminer, j'ai acheté 2 livres de Henry James, surprise surprise. Alors The Golden Ball, il fait un petit peu partie de sa trilogie de ce qu'on appelle le Late James, c'est-à-dire le style, la façon dont il écrivait vers la fin de sa vie, donc un style très particulier, ambigu, alambiqué, en demi-teinte, tout ce que vous voulez. Et ça va être, encore une fois, sur les relations entre les États-Unis et l'Europe, entre Américains et Européens, sur la classe sociale, sur la pauvreté, sur le mariage, sur les secrets qui se cachent finalement derrière les relations. J'avais lu Portrait of a Lady récemment de Henry James que j'ai adoré et j'avais envie de me replonger dans quelque chose qui parlait un petit peu des relations entre mes femmes et du mariage. Et ici j'ai Italian Hours, qui n'est pas un roman, qui est une série d'essais qu'a écrit James sur ses voyages en Italie, puisque James connaissait l'Italie très
très bien, particulièrement l'Italie du Nord jusqu'à Rome et Naples. Et il a écrit ses essais sur les changements de société qu'il a connus et remarqués en Italie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse de voir le point de vue de cet homme qui était américain mais qui a passé la moitié de sa vie en Europe, particulièrement en Angleterre et en Italie, sur ces questions-là. Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Jacques Roumain est non seulement fondateur du Parti communiste haïtien mais également un auteur célébré qui a eu de l'influence sur de nombreux auteurs dont par exemple Dany Laferrière. Et j'ai vu ce roman tourner plusieurs fois. Je sais que l'on va parler d'inégalité sociale en Haïti mais que le style est apparemment magnifique, qu'il y a aussi toute une histoire d'amour à l'intérieur, donc mes attentes sont forcément plutôt élevées, mais j'avais envie aussi d'avoir quelque chose d'un petit peu plus court pour contrecarrer les romans denses que j'ai sélectionnés, puisque j'ai remarqué que ça m'aide un petit peu dans ma lecture d'alterner beaucoup de styles, de genres, d'auteurs, de pays. Et pour terminer, j'ai acheté La Revanche des femmes de Roy Yin-jan, qui est une anarchiste chinoise qui a vécu au début du XXe siècle, donc à la fin de la dynastie Qing et au début de la République de Chine, et qui va parler de toutes les problématiques auxquelles les femmes chinoises faisaient face au début du XXe siècle, donc notamment toute la thématique des pieds bandés et des attentes traditionnelles de la société confucéenne envers les femmes, mais qui va également s'opposer à ce qu'elle voit comme une forme de paternalisme de la part de la République de Chine. Je trouve qu'il y a toute une pensée féministe extrêmement intéressante en Chine, non seulement aujourd'hui ou sous le maoïsme, mais également au début du XXe siècle lorsque le pays est rentré dans une phase importante de transition sociale. Et donc j'ai très hâte de découvrir un petit peu plus cette pensée. Et c'est vrai que le titre me fait plutôt envie puisqu'on va parler de féminisme et de revanche. Voilà, c'est tout pour cette book haul, donc c'était plutôt pas mal de romans. J'espère vous avoir expliqué de manière assez succincte pourquoi je les ai sélectionnés et ce que j'attends de chaque lecture. C'est aussi intéressant de revenir vers ce genre de vidéo après avoir lu justement les romans pour voir s'ils m'ont plu ou non, si ça a été une déception ou si il y a des choses inattendues qui m'ont surprise mais d'une manière plutôt positive. Je reviens bientôt vers vous avec plus de contenu littéraire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous suivre sur Instagram si vous voulez des mises à jour quotidiennes sur la littérature et la lecture, et j'ai hâte de vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!